suis très contente de pouvoir tenir cette troisième rencontre du cycle sur les ports. Donc, nous avions intitulé Enjeux économiques et territoriaux, les ports, donc organisé en partenariat avec le port autonome de Strasbourg. Nous avons souhaité traiter la question des ports sous 3 angles complémentaires entre eux. D'abord, la relation entre le port et la ville, et c'est ainsi que Bernardo Secchi et Paola Viganò sont venus donc présenter le plan stratégique d'Anvers qu'ils avaient travaillé. Ensuite, la relation très forte entre le port et l'industrie, avec donc Jérôme Verny. Et enfin, ce soir, pour clore ce cycle sur les ports, comprendre les ports comme plateforme multimodale, des maillons clés, donc d'une chaîne logistique fortement contrainte. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir Paul Ham, directeur général Business Development, donc d'Europe Container Terminal à Rotterdam, qui vient donc nous honorer de son intervention, donc en nous faisant prendre la mesure de ce qu'est la compétition logistique mondiale. Je vous remercie sincèrement de venir de si loin. Donc Rotterdam est situé évidemment aux Pays-Bas, dans le delta du Rhin, et c'est le premier port d'Europe. 441,5 millions de tonnes en 2013, me dit-on. Donc son avance sur ses concurrents européens est considérable. Et évidemment, le port de Rotterdam constitue une zone industrielle ou portuaire de premier ordre qui mêle espaces urbanisés, industriels, portuaires, commerciaux et infrastructures de communication. Donc extrêmement intéressant pour nous. C'est un port, le port de Rotterdam est un port d'éclatement, un hub pour le pétrole comme pour les conteneurs. Donc il reçoit les marchandises depuis le Moyen-Orient ou l'Asie orientale. Et les décharge les supertankers ou donc les très grands porte-conteneurs et recharge sur des navires plus petits pour expédier donc la marchandise plus loin. Donc nous sommes avec cette soirée dans l'idée de vous rendre plus lisible ce fonctionnement de niveau mondial qui représente également les conditions de votre utilisation quotidienne des stylos, cafetières, machines à laver, jeans, t-shirts, pour prendre quelques exemples. Il faut se rendre compte de combien cette réalité lointaine est en réalité imbriquée dans nos vies quotidiennes. Et en effet, si la planète est devenue si je puis dire, par l'effet de la mondialisation, la circulation des marchandises et notamment des biens d'équipement en très forte augmentation en est un indicateur tangible. Décrire les territoires de façon statique en termes de polarité hiérarchisée, de PIB, de taux de chômage, ne suffit plus à comprendre la réalité. Et donc, à une vision statique, on peut ajouter une vision dynamique, celle des flux, des liens, et ainsi ajouter aux masses critiques une visibilité de ce que sont les liens de mobilité, les dépendances financières, les liens de recherche et d'innovation, bref, tout ce qui fait l'interdépendance et l'apport réciproque entre les territoires, bien sûr, en plus des concurrences. Si on dépasse la vision habituelle de la puissance des territoires vus comme centre par rapport à leur périphérie, alors on peut constater qu'on est passé dans un fonctionnement de territoire beaucoup plus en réseau et où bien sûr que les localisations de centre ou de périphérie sont complètement chamboulées par justement la mondialisation ou tout ce qui est mode de vie. Et ça dépasse évidemment notre vision habituelle des limites communales, intercommunales, voire métropolitaines. Alors, dans ce monde relié, bien sûr que de nouvelles alliances se construisent autour de projets communs à des échelles inhabituelles, dans le sens où elles transgressent complètement ces limites administratives, et bien sûr que ça peut devenir une nouvelle modalité d'organisation du développement, cohérente avec ces nouveaux, si je puis dire, systèmes spatiaux d'interdépendance qui dépassent ces périmètres administratifs. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que en réalité, c'est ce qu'ont su anticiper et réfléchir ensemble les ports du Rhin supérieur, associés pourtant chacun à leur territoire. C'est-à-dire que la mondialisation et le contexte de décarbonisation entraînent de tels développements pour le port maritime de Rotterdam, que se pose la question de l'organisation d'arrière-ports susceptibles de prendre le relais
pour la chalandise de régions entières de l'Europe de l'Est et du Sud, et bien sûr de chacun des territoires. Donc plus exactement, ce hinterland se structure autour de grandes plateformes qui sont aussi des plateformes d'éclatement, donc le long du Rhin. Le positionnement des plateformes d'éclatement, ainsi que les connexions vers un réseau routier et ferroviaire performant, détermine en partie l'implantation de nouveaux territoires logistiques et économiques en Europe. Quand je dis en partie, en grande partie. Donc, quelles conditions pour les 9 ports du Rhin supérieur pour prendre au moins ensemble au moins une partie donc, de ce rôle? C'est la réponse RTUT commune à l'appel de la Commission, construit leur mise en réseau en permettant de mutualiser par un jeu d'alliance les forces et de minimiser un certain nombre de risques, donc au profit du savoir-faire, de leur capacité à importer, exporter, desservir les territoires et accéder à des territoires beaucoup plus à l'est ou au sud dont ils deviennent ensemble la porte. Tout ceci est en cours, c'est la raison pour laquelle nous avons demandé à Paul Ham de nous expliquer ce qu'est la logistique, la chaîne logistique dans cette compétition mondiale, du point de vue donc d'un opérateur installé à Rotterdam, mais pas seulement à Rotterdam, je pense que vous allez en parler. Nous sommes très intéressés par le regard d'un acteur d'un très grand port maritime en aval du Rhin supérieur sur l'organisation des ports fluviaux et des territoires fluviaux, et également par vos critères, votre raisonnement économique, financier. Donc nous aurons ensuite une table ronde pour comprendre les interactions de ce type de logique avec nos ports locaux, les ports de Bâle et de Strasbourg, les anticipations, les ambitions de développement qui sont donc les vôtres, vos besoins, les alliances en conséquence. Tant pour Strasbourg que pour Bâle, la pertinence du fleuve comme moyen de transport dans un contexte de raréfaction d'énergie fossile et de congestion de voies terrestres pousse à réfléchir sur le maintien du foncier portuaire et à revoir aussi les interrelations des places portuaires de part et d'autre du Rhin. Donc finalement, notre objectif, c'est qu'à la lumière de cette conférence et des deux précédentes, vous puissiez resituer globalement ce qu'est cet objet port, connu du grand public souvent beaucoup plus par les paysages décalés de No Man's Land presque en ville, et y reconnaître une réalité bien plus complexe et quotidienne que ce cliché. Je m'appelle Paul Ham, je travaille à Rotterdam pour ECT, cette société de transport de conteneurs. J'ai fait mes études à Delft, à l'université donc Erasmus, et ça fait plus d'une vingtaine d'années que je travaille dans la gestion des activités portuaires. Je travaille pour une société qui s'appelle ICT, c'est European Container Terminals, qui a été créée en 1966, lorsque nous avons assisté à la première arrivée des premiers conteneurs qui venaient au départ des États-Unis. Et en 2014, nous avons fait plus de 2000 TEU, EVP en français. Qu'est-ce qu'on entend par TEU? Si vous examinez un peu les transports maritimes, vous avez type de containers. Vous avez les conteneurs à 24 et 48 pieds. C'est un TEU et un de 48. C'est 2 TEU. C'est une unité, si vous voulez, de 20 ou 40 pieds à chaque fois. Un TEU ou TEU. Vous verrez ce que c'est. Donc, vous savez ce que c'est qu'un TEU. Une unité, finalement, en termes de conteneurs. 2000 donc TEU, je peux vous dire que c'est un grand nombre de containers. Alors, nos actionnaires principaux, c'est Hutchison Port Holdings. C'est une société
qui travaille à l'échelon mondial, qui est basé à Hong Kong. Et l'homme le plus riche d'ailleurs de Chine, c'est Li Ka-sheng, c'est l'homme le plus riche de Chine, qui a une société qui s'appelle Hutchinson Manpower, composée de 5 divisions, dont une activité portuaire. Et nous faisons partie de ce groupement. Il est actif dans 52 ports à travers le monde. Donc c'est une immense organisation. Je travaille donc pour une société chinoise, je viens de le dire, bien que le personnel qui travaille à Rotterdam, c'est tous des Néerlandais. Alors, si on examine Rotterdam de plus près, où est la carte du delta, le port de Rotterdam, vous avez ici le centre de la ville de Rotterdam, et vous voyez ici, c'est l'ancienne zone portuaire. C'est là que tout a commencé. Et ce port a été construit dans les années 20, dans les années 30, lorsqu'il y avait beaucoup de chômage aux Pays-Bas, d'ailleurs en Europe. Et donc les chômeurs, avec ces chômeurs, on a fait appel à eux pour créer ce port de Rotterdam. Donc dans les années 20-30, et pratiquement, on s'attendait à cette époque-là à ce qu'il y ait une petite activité. Mes grands-parents, donc, à l'époque, s'attendaient à avoir un peu plus d'activité. Et cette activité, elle a surgi. Tout d'un coup, assez rapidement. Il est rapidement devenu un des plus grands ports en Europe, même dans le monde. Nous avons commencé ici notre première terminale et avec nos premiers containers. Mais la communauté de Rotterdam s'est dit, si vraiment il y a une croissance en la matière, on ne va pas pour s'en sortir avec ce petit port ici, à cet endroit. Il va falloir se déplacer plus près de la mer. Et donc, on a commencé à faire la construction de toute cette zone portuaire qu'on a gagnée sur la mer. Donc, toute cette zone portuaire, qui est une zone industrielle à présent, surtout un terminal de containers, des terminaux de containers, il y en a plusieurs. Et à cette époque, on a donc commencé à investir dans cette région. Et en 1984, on commence avec le premier terminal. Avec le premier et c'était Delta. Et ensuite avec le Euro Max Terminal. Je vous montrerai quelques photos sur toute cette zone qui ont été construites en vue d'une croissance encore plus importante dans les années à venir. Alors, voilà une image de l'ancienne zone portuaire, donc elle a un plus à l'intérieur, plus proche de la ville, donc soit sur 60 hectares, avec un conteneur de trafic de conteneurs, avec d'autres activités aussi, il n'y avait pas que des conteneurs à l'époque. Et c'est tout proche de la ville de Rotterdam, en fait. Et ceci a donc servi pendant 20 années, on n'en parlera plus. Et ça servira plutôt, on va dire, ça permettra de développer plutôt la ville qu'autre chose. Mais ça ne servira plus de port, toute cette partie-là, à l'origine. Alors, ici, nous avons... Alors, ça, c'est le terminal en eau profonde, en eau de mort. Là, on a plus de 272 hectares avec des longueurs de quai de 4 km de quai. C'est là que les gros navires sont chargés, déchargés. On pourrait se dire, tiens, mais c'est une grande zone, mais je peux vous dire que, en fait, c'est encore beaucoup plus grand que ça n'apparaît sur la photo. Alors, voilà la génération à venir. Ça, c'est les terminaux que nous sommes en train de construire. On est en train déjà de charger, déplacer 1,5 million de conteneurs dans une année. Ces conteneurs sont remplis de toutes sortes de produits que nous servent à notre vie quotidienne. Nous opérons également à des terminaux, à Strasbourg, Duisbourg également, y compris à Venlo. Venlo se trouve aux Pays-Bas, mais tout proche de la frontière allemande. Venlo, donc petit port intérieur. Nous avons un conteneur également, un terminal à Willebroek en Belgique, et nous avons un autre terminal à Moerdijk. Ça se trouve exactement entre le port de Rotterdam et le port de Anvers.
Antwerpen, dans le port d'Anvers, juste au milieu. Donc stratégiquement bien placé. Alors, le sujet de ma présentation, c'est cette course folle dans la chaîne d'approvisionnement, dans la supply chain. Je peux vous dire que c'est vraiment une course folle. Et pourquoi une course de rat, course folle? Pourquoi? Parce que chacun veut être de plus en plus rapide, tout le monde veut être plus rapide, veut être moins cher et veut livrer dans les délais requis. Alors, c'est quelque chose que nous tous demandons, exigeant de la part d'une chaîne d'approvisionnement. Alors, c'est en fait nous qui sommes à l'origine de cette course folle. Nous vivons dans un monde de consommateurs et tout ce que nous achetons vient de cette chaîne d'approvisionnement à travers le monde. Si vous allez chez votre épicier, ça vient de quelque part. Si vous achetez des fruits, ça vient en général, il y a des fruits qui viennent d'Espagne, d'Amérique du Sud. Donc il a fallu qu'ils arrivent ici par bateau. Et ensuite, il faut les livrer dans les magasins, dans les grandes surfaces. Et vous, le matin, quand vous faites vos courses, à 8 heures du matin, vous voulez avoir des fruits frais. Et vous voulez pas avoir des produits qui datent d'il y a 3 jours. Alors, il y a également le shopping par Internet, e-commerce. Tout le monde commence à faire ses achats comme ça. Il suffit de presser sur un bouton pour être livré le lendemain. Mais il faut bien que ça vienne de quelque part. E-commerce, donc, qui se développe fortement. Alors, le coût d'un t-shirt. Prenons l'exemple d'un coût de t-shirt. Dans un magasin, vous allez trouver des t-shirts à 5 €. Voire en dessous. Alors là, j'ai un petit film fort intéressant à vous présenter et vous le voyez. D'ailleurs, ce film, vous pouvez le consulter sur Internet. Vous faites là, 3x, vous avez l'adresse ici, 3sat.de. Et là, vous allez voir un film sur un t-shirt de moins de 5 € et quels sont, si vous voulez, les coûts de production, de transport et autres de ce t-shirt. On ne peut pas le faire à moins de 5 €, mais vous avez des sociétés qui, néanmoins, peuvent faire leur marge en vendant le t-shirt à moins de 5 €. Alors, la matière première, que ce soit le coton ou un autre produit, revient à peu près à 60 centimes d'euros. Ceci comprend le prix, le salaire du personnel sur place. Mais ce n'est pas le sujet de ma présentation d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas eux les gagnants dans ce jeu. Coût de production, moins d'1 €. Moins d'1 €. Alors les coûts de transport, moins de 6 centimes d'euros. Et ces 6 encore, c'est pas suffisant. Il faut que ce soit encore plus bas que 6 centimes. C'est ça, la course folle dans la chaîne d'approvisionnement. Alors, 6 cents d'euros, 6 centimes d'euros. Comment y arriver? Alors, d'abord, bien sûr, vous avez les coûts de transport du t-shirt, de la matière première, au Bangladesh ici en l'occurrence. Ensuite, on la porte dans les ports. Ensuite, c'est transporté par bateau du Bangladesh jusqu'en Europe. Ensuite, c'est transporté soit par camion, soit par péniche pour aller dans des régions le long du Rhin. Et ensuite, c'est livré dans un centre de distribution. Les containers sont ouverts, déballés, étiquetés, et ensuite remballés à nouveau. Et ensuite, toute la documentation qui doit être faite, toute la paperasserie. Et il y a toute la déclaration en douane, etc. Et ensuite, on le livre dans les magasins. Il y a les assurances à payer des magasins. Il y a notamment, vous savez, ce type de transport ne se fait pas sans accident, mais ça ne revient qu'à 6 centimes par t-shirt, y compris les frais d'assurance. C'est très intéressant. Alors, je vais vous montrer un petit film. Et qui ne concerne pas des t-shirts, mais des fruits. Et qui sont transportés depuis l'Amérique du Sud dans nos magasins en Europe.
Ce que vous pouvez voir dans ce film, c'est qu'il faut être bien organisé pour pouvoir livrer tous ces produits de manière efficace dans les délais voulus. Ça semble facile, mais en fait, ça suppose toute une organisation. Et ça ne peut être fait grâce à un certain nombre de mesures prises. Alors d'abord, l'économie d'échelle. Ce que vous voyez ici, c'est donc un navire, un de containers, un grand navire, porte-conteneurs. Ces porte-conteneurs sont de plus en plus grands. Et ce qu'il faut, justement, c'est arriver à diminuer les frais de transport, précisément. Donc, la première pression, elle est exercée au niveau de SMI, de toutes ces compagnies. On fait pression pour qu'elles achètent ce grand type de porte-conteneurs. Immense investissement, donc, pour ces grandes sociétés. Si vous ne le faites pas, si vous ne jouez pas le jeu, vous êtes éliminé. Donc, il faut investir dans ces immenses porte-conteneurs. Vous devez investir dans l'achat de ces immenses porte-conteneurs. Ensuite, grands investissements importants dans l'infrastructure. Les anciennes infrastructures ne sont pas intéressantes pour les sociétés internationales. Ce qu'il faut chercher, ce dont on a besoin, ce sont des endroits où l'investissement est bien effectué et rentable, donc, à long terme, et il faut pouvoir accéder assez facilement, que ce soit par voie aérienne, par camion, par chemin de fer, par barge. Donc, accessibilité totale pour ces zones portuaires. Ensuite, la mise en œuvre de nouvelles technologies. Je vais vous en parler un peu plus tard de ces investissements en technologie. La seule manière de réduire les coûts, c'est d'utiliser l'informatique, ces nouvelles technologies. Et ensuite, ce sont des solutions durables, à caractère durable. Ce que vous voyez ici, par exemple, le long du Rhin, ce sont les péniches qui fonctionnent plus avec du diesel, mais une autre source d'énergie, le GNL. Donc il faut investir là aussi. Donc là, encore une fois, beaucoup d'investissements. Sinon, vous êtes hors course. Ici, voilà une image fort intéressante. C'est un bateau, photo prise en 2012, c'est le Marco Polo. C'était à l'époque le plus grand porte-conteneur, 16 020 TEU pour un seul bateau. Je peux vous dire que je travaillais pour... c'était le plus grand monde à l'époque. Tout le monde sortait des bureaux quand il passait, pour le voir passer. Et en 2012, le Marco Polo, avec ses 16 000 TEU, regardez, vous avez aujourd'hui le McKinney avec 18 270 TEU, donc unité de conteneur. Et la semaine dernière, nous avons vu apparaître ce bateau chinois, et celui-là avait déjà 19 000 TEU. Et nous savons que des bateaux conteneurs de 24 000 sont en préparation, en train d'être construits. Et donc, ceux avec 24 000 TEU sur un seul porte-conteneur sont déjà dans les plans. Et on s'attend à ce qu'ils soient là en 2016 peut-être déjà. Donc alors bien sûr qu'il faut investir beaucoup d'argent pour les construire. Et ce qui est intéressant de constater ici, c'est que vous avez certains endroits dans le monde où on continue à transporter les conteneurs comme ça. Un seul conteneur sur un bateau avec 7 personnes à bord. Alors, j'ai dit des économies d'échelle. Alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'il n'y a pas seulement les porte-conteneurs qui sont de plus en plus grands, mais quand ils entrent dans un port, le nombre de conteneurs qui doivent être chargés, déchargés, aussi doit être pris en charge. Nous avons eu un bateau-conteneur, Evergreen, qui a été pour la première fois à décharger 10 000 conteneurs. Et on en a même eu la semaine dernière 11 000 conteneurs qui ont été déchargés. Alors on dit c'est une belle chose, mais il faut bien les stocker quelque part, tous ces conteneurs. Donc il faut de la superficie, on va les mettre dans l'arrière-pays. Donc il faut un endroit, il faut et l'équipement aussi requis pour les manipuler. Donc il n'y a pas que les bateaux, il y a toute la chaîne d'approvisionnement, donc grues, portiques et autres. Alors,
Économie d'échelle, il faut investir dans les infrastructures. Si vous voyez les développements qu'ont connus les ports récemment, les investissements qui ont été effectués, on voit pour les grands bateaux. Les grands bateaux, ils ont une longueur de plus de 400 mètres de longueur. Alors, admettons, par exemple, le terminal du Delta, le grand terminal qu'on a construit dans les années 80, le premier grand terminal. Toujours un grand terminal. À l'époque, on n'a jamais pensé qu'on aurait un jour des navires de cette taille. Donc, il faut continuer à investir dans nos équipements existants. Et les grues que nous utilisons, si vous regardez les bateaux, vous avez une rangée de 20 containers à bord. Hein. Donc, il faut pouvoir que ces portiques aillent loin en avant pour chercher, d'aller donc jusqu'à la 20e rangée. Et on peut dire que chaque année, il a fallu étendre, construire, acheter de nouvelles grues pour pouvoir traiter ces nouveaux bateaux. Alors, de nos jours, s'il y a, disons, un orage, eh ben, ces bateaux doivent pouvoir rester à quai quand il y a des orages. Donc, alors, investissement également au niveau de la logistique, pas seulement des terminaux. C'est on a pays dans le hinterland, ici à Strasbourg par exemple, ou à Bâle. Il y a des investissements à faire, des investissements massifs sont requis. Donc, là aussi, ça a une incidence sur la logistique pour les ports intérieurs. Rotterdam, je reviens à Rotterdam, un terminal automatisé totalement, c'est le Delta, c'est le terminal Delta. Alors ce terminal, il n'y a plus de personnes qui se déplacent ici. Vous voyez, tout se fait automatiquement, les grues, etc. Donc vous avez des camions qui transportent les conteneurs, mais sans chauffeur, sans chauffeur à bord. Tout est automatique. Ça, je vous ai montré une image auparavant de cette Maasvlakte 2. C'est en 2012 que cette photo a été prise. Ça, c'est voilà, les nouvelles terres qu'on a gagnées sur la mer. Donc 300 hectares en plus, 3000 hectares, pardon, qu'on est en train de développer. Avec un certain nombre de terminaux qui sont prévus ici. Ça, c'est le MPM2, donc une nouvelle capacité de 4 millions pour traiter cette nouvelle flotte de bateaux conteneurs qui viennent de Chine et se rendent en Europe. Alors ça coûte beaucoup d'argent. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça d'un claquement de doigts, c'est mûrement réfléchi. Je dis voilà, il me reste un peu d'argent de côté, je vais l'investir là. Non, c'est vraiment des sommes incroyables qui sont investies pour développer ces terminaux. Il s'agissait de 2 milliards d'euros qui ont été investis, un investissement massif, 2 milliards d'euros fait par le port de Rotterdam et par l'État, par les Pays-Bas. Mais on voulait que Rotterdam soit prêt pour l'avenir. Alors Hinterland, l'arrière-pays, l'intérieur des terres. Là, on a à peu près 100 000 containers par semaine qui sont traités. On crée donc des murs de containers qui commencent à Rotterdam. 1000 containers, eh ben, on va se terminer en Autriche. Et c'est ce qu'on fait toutes les semaines. Si on mettait un container derrière l'autre, c'est la longueur qu'on travaille chaque semaine. Ça irait de Rotterdam jusqu'en Autriche. On ne le fait pas seulement. Alors, pas seulement pour les bateaux de haute mer, mais les camions aussi, 22 000 camions, qui tous les jours rentrent et sortent du port de Rotterdam. 120 trains par jour qui rentrent et sortent. Et 475 péniches. Dernier record battu la semaine dernière. On a fait 110 000 conteneurs en une semaine qui ont été ainsi déplacés. Malgré la crise économique, l'économie n'est plus aussi florissante qu'auparavant. Néanmoins, nous faisons nos 100 000 conteneurs par semaine. Et ce ne sont que des produits que l'on achète ou qu'on exporte, d'ailleurs. Donc, si l'économie ne fonctionnait pas, il y a quand même du pouvoir d'achat. Puisque les gens achètent tous ces produits. Alors, pour pouvoir construire
ce Maasvlakte 2, il a fallu prévoir une distribution des différents modes de transport. Hein. La route aussi, il a fallu prévoir un développement. Il a fallu que ça ne représente pas plus de 50% des transports. Donc là, il a fallu réduire. Hein. Et il fallait davantage assurer les transports par péniche et augmenter également le transport par train. Alors, pour les barges, on avait 1,7 TEU, on doit passer à 7 millions de TEU. Voilà notre objectif. Fort intéressant. Donc, il faut acheter des péniches. Mais il faut bien les faire entrer quelque part dans l'arrière-pays. Et là, il nous faut également des investissements dans les ports intérieurs qui vont, eux, gérer toutes ces nouvelles péniches. Alors, la nécessité du transport synchromodal, c'est quelque chose qu'on a inventé, qu'on n'a pas inventé le terme, mais enfin disons que c'est quelque chose, c'est une espèce de concept qu'on a mis en place, hein, qu'on essaie d'établir à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'on entend par synchromodal, transport synchromodal? C'est-à-dire qu'on n'essaie plus de prévoir une compétition entre les différents modes de transport fluvial, par train, par camion. On essaye au contraire de synchroniser. La synchromodalité, c'est quelque chose, voilà, vous avez ici un phénomène qui peut sembler chaotique, mais en réalité qui est extrêmement bien organisé. Le transport de marchandises peut sembler également chaotique, mais avec la synchromodalité, vous avez des économies de volume, des économies d'échelle et vous avez une logistique complètement sous contrôle. Chaque barrière, chaque obstacle est contourné grâce à l'utilisation optimale de différentes modalités. Il s'agit toujours de faire les bons choix au bon moment pour satisfaire les besoins des clients. C'est ça la synchromodalité qui facilite la compétitivité de nos entreprises et services European Gateway Services directement dans l'Europe. Ça vous donne une petite idée de la façon dont nous concevons le transport à l'avenir. Alors déjà, par exemple, ici vous avez des bateaux de 18 000 TEU qui entrent en Europe et je peux vous dire que ils ne vont pas dans tous les ports d'Europe. Hein. Ils vont au maximum dans 3 ports et retournent donc à leur port de départ. On peut dire que dans chaque port, vous avez à peu près un chargement-déchargement de 12 000 TEU. Et c'est pas l'avenir. C'est comme je vous l'ai dit hier déjà, ou la semaine dernière, on a battu un record. Hein. On avait l'Evergreen avec 11 000 conteneurs qui ont été déchargés. Alors, bien sûr, ceci exerce une pression sur nous, sur les terminaux de conteneurs et sur toute la chaîne de transport. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes dit, bon, je crois qu'il faut essayer d'utiliser au mieux nos réseaux, et ceci de manière simultanée. Améliorer également la fiabilité du réseau, c'est très important. On ne peut pas avoir un train qui, par exemple, la correspondance avec un train qui ne circulerait que le lundi et pas le mardi. Non, il faudrait qu'on puisse accéder à un train minimum par jour. Hein. Ensuite, il faut pouvoir faire des choix qu'on opère nous-mêmes sur le type de mode de transport auquel on veut faire appel. Parce que si, par exemple, il faut attendre... si ça peut attendre 3 jours, on peut peut-être utiliser une péniche. Ça semble logique, mais c'est pas comme ça que ça se passe à l'heure actuelle. Il y a des sociétés qui réservent des places de train, hein, et qui déplacent leur conteneur, et ensuite le conteneur est stocké quelque part pendant 3-4 jours, il n'est pas transporté immédiatement. Donc on voit que c'est pas utilisé au mieux des possibilités. Là, il faut réorganiser toute la chaîne de transport. Et ceci, ça permet d'avoir un bénéfice pour tout un chacun. D'abord, pour les transporteurs, c'est de la souplesse, ça fait baisser les prix. Ça fait, il y a
On utilise le meilleur moyen de transport possible dans la chaîne de transport et également ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle la durabilité, le caractère durable. Si vous avez des Coca-Cola, Ikea, eux, ils veulent transporter un transport vert. Ils ne veulent plus de transport par camion. Donc explicitement, ils nous demandent d'avoir un transport soit par train, par voie ferrée, soit par péniche. Le transport vert. Il y aura peut-être d'autres moyens de transport à l'avenir, qui sait. Ensuite, ça permet également aux responsables de toute la logistique, Panalpina par exemple, ou des sociétés comme Kuehne+Nagel, eux, ils sont prêts à utiliser d'autres modes de transport. C'est un avantage également pour les citoyens, pour les municipalités. Personne ne souhaite avoir 22 000 camions qui se déplacent sur vos routes autour de vos villes. On ne peut pas avoir vos produits de consommation chez vous à la maison sans faire appel à des camions. Donc il faut quand même prévoir un certain nombre de camions. Et le dernier lien, lui, doit pouvoir être garanti, assuré. C'est-à-dire, c'est le syndrome, on ne veut pas l'avoir dans ma cour. Hein. Mais si vous voulez acheter des produits frais, vous devez accepter le fait que quelquefois, on est contraint d'utiliser, de construire des routes nouvelles et d'utiliser des camions. Bon. C'est le seul moyen de faire en sorte que vous ayez vos produits frais dans vos magasins et chez vous à la maison. Alors, comme je vous l'ai dit, nouveau concept, European Gate Services. Ici, l'image montre clairement ce qu'on veut dire par là. On voit que les tendances à l'avenir, le prix. Bien sûr, le prix est important. Il faut baisser les prix. Autant que faire se peut. Personnellement, je pense que les frais de transport sont déjà suffisamment bas. Mais le marché dans lequel on opère pense qu'on peut continuer à baisser les prix de transport. Chaque année, les grandes sociétés de transport sont contraintes. Quand ils doivent répondre à des appels d'offres d'IKEA ou autres, on constate qu'on leur demande des prix de transport plus bas. Et la plupart du temps, c'est ceux qui offriront le prix de transport le plus bas qui remporteront l'appel d'offres. Donc, encore une fois, là, on essaie de réduire encore les prix de transport. La vitesse. Réduction du temps de transit. C'est une idée claire. Certains produits peuvent être transportés en l'espace de 14 semaines, donc par bateau, mais la plupart, on veut les avoir dans nos magasins le lendemain. Alors, comment faire ? Surtout quand il y a des soldes, des actions spécifiques sur des produits donnés, on veut les avoir le lendemain dans nos magasins. Par exemple, une société qui veut avoir son produit le lendemain dans son magasin parce qu'il y aura une solde de 40% de prévu, donc le produit doit arriver aujourd'hui. Donc là, encore une fois, un choix du mode de transport en fonction de cela. Ensuite, on ne veut pas avoir trop de sociétés dans la chaîne de transport. On veut pouvoir s'adresser à un ou deux interlocuteurs au maximum. Et il faut que ce soit également respectueux de l'environnement. Alors, voie ferrée, marge, feeder, chargeur, et également par camion. C'est un peu comme un plan de métro. C'est ce que nous offrons aujourd'hui. Il y a plusieurs sociétés d'ailleurs qui offrent cette possibilité. Mais si vous voulez transporter vos biens, vos produits, ce que vous voulez faire, c'est si je ne vais pas pouvoir prendre cette ligne de métro, je vais prendre le métro qui arrive tout de suite après. Ainsi, le système crée sa propre impulsion. Si il est plus facile d'avoir 4 trajets, c'est plus facile que d'aller de 0 à 1. Si vous ratez le deuxième transport, prenez le suivant. Alors, il y a des développements intéressants auxquels il faut s'attendre à l'avenir. C'est nous, peut-être, qui apportons notre petite influence. Alors, on fait appel de nouvelles technologies. Ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle du float tuning.
le tuning. Alors, il y a un chauffeur, et dans le deuxième, troisième, eh bien, ils suivent automatiquement le premier camion. Ça semble quelque peu irréel, mais en fait, ça existe déjà. Ces systèmes existent déjà. On a un projet pilote d'ailleurs sur certaines rues pour voir si c'est réalisable sur certaines routes. Donc sans chauffeur pour les camions 2, 3 et 4. Et il faut que la loi le permette, l'autorise. Bien entendu, on a un projet pilote aux Pays-Bas. Je ne sais pas si vous avez des projets pilotes de cette nature chez vous en France, mais aux Pays-Bas, on a un projet pilote en cours. Et il y a toujours, donc, néanmoins, pour l'instant, encore un chauffeur dans le deuxième camion. Hein. Mais il fait rien, il est là, assis, et regarde ce qui se passe. Et bon, les camions se contentent de suivre le premier camion. Donc, ce système nous permet ainsi d'avoir tout un train de camions hein, qui se suivent les uns les autres sans chauffeur à l'intérieur. Alors, le transport de conteneurs par train, ça semble difficile, mais c'est un projet fort compliqué. Ça, c'est assez facile à réaliser. Dans 10 ans, ces trains, on les aura sur les routes, y compris ici en France. Ces trains de camions. C'est très efficace au niveau du coût. Donc, un rapport qualité-prix très bas. Ici, ces camions, ils se suivent à 3 mètres d'espace entre chaque camion. Et la consommation de carburant, diesel entre autres, est donc d'autant réduite. Donc ça existe déjà. Ensuite, le 3D printing. Il y a quelques temps, on n'entendait pas parler des imprimantes en 3 dimensions, mais ça existe déjà à présent. On ne peut pas tout imprimer en 3 dimensions, mais il y a beaucoup de choses qu'on pourra imprimer en 3 dimensions. Et ça se développe très rapidement, et je suis convaincu que l'impression en 3 dimensions va affecter la chaîne de transport. Alors, le caractère automatique, robotisation. Ça va être la décennie de la robotisation, de l'automation, que ça nous plaise ou pas, ça va arriver. Car on ne peut pas y échapper. Donc, robotisation, elle arrivera. Et ensuite, lorsqu'on aura la robotisation, on aura ce qu'on appelle le nearshoring. C'est-à-dire qu'on ne produira plus nos produits en Chine, on pourra les produire à nouveau chez nous, en France, aux Pays-Bas, en Pologne par exemple ici. C'est déjà le cas. Un grand nombre d'équipements sont construits en Europe d'ores et déjà. Mais dans 10 ans, je pense que la construction se fera essentiellement ici. Il y aura un retour en Europe. Et bon, on n'aura plus personne qui travaillera dans les usines. Mais on n'a plus besoin de passer par le sourcing en Chine. Alors, ceci va affecter considérablement la chaîne d'approvisionnement. Et ce qui est important de noter ici, pour une région comme par exemple Bâle et Strasbourg, c'est que si vous avez la bonne infrastructure, si vous êtes connecté à d'autres régions, zones dans le monde, dans d'autres ports, si vous avez l'équipement requis, nécessaire, eh bien, les sociétés viendront chez vous. Parce que si vous avez à choisir entre un endroit pour votre usine, ben vous voulez savoir où vous êtes et savoir, tiens, mes matières premières, je vais les avoir où et comment et de quelle façon. Vous voulez être donc connecté à Rotterdam, vous voulez être connecté à Anvers, vous voulez être connecté au port méditerranéen. Et donc, par conséquent, vous allez avoir vos usines ici, là, où vous pourrez accéder facilement à ces zones d'approvisionnement, à ces ports. Alors, moi non plus, je ne sais pas comment ça va se développer à l'avenir, vous ne le savez pas non plus, mais le changement, lui, a lieu à une vitesse considérable. Alors, est-ce que vous êtes plutôt un perdant ou un gagnant dans votre tête, dans votre esprit ? Si vous n'entrez pas dans la compétition, vous avez perdu d'avance. Bon, donc mon conseil, c'est de faire partie de la compétition et d'être intelligent. Si vous faites le bon investissement, eh bien, vous continuerez à faire partie de la course, même si elle est folle.